Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Pour dire bref, j'étais dans une vieille tradition, soyons clairs, à l'époque, une tradition marxisante. Pas marxiste, hein, j'étais de ceux qui se reconnaissaient comme étant marxiens. Hein, la tradition de Georg Lukács, enfin des penseurs d'envergure, Ernst Bloch, etc. Et dans le fond, je réfléchissais sur ce qu'était la domination. Et mon idée de base dans ce livre, c'est de montrer que c'est à partir de là que j'ai considéré qu'il y avait une ruse par rapport aux dominations économiques, dominations idéologiques, et que le peuple, dans le fond, arrivait à résister. Voilà, logique de la domination. Il y a la domination qui est là, je dirais sous ses formes capitalistes, symboliques, etc. Et en même temps, il y a une sagesse populaire qui s'est résistée. Voilà mon idée. Bon. Domination, là encore, pour donner mes références théoriques, je m'appuyais sur cette grande dame de la pensée qui s'appelle Hannah Arendt, qui avait mis en place ce qui est une réflexion sur l'idéal démocratique, par exemple. Mais en même temps, dans la filiation heideggerienne qui était la sienne et qui est également la mienne, et s'employant à réfléchir, sa thèse était sur Saint-Augustin, pour dire les choses simplement, Hannah Arendt montrait qu'il y avait une vie contemplative, une vie contemplative, à côté d'une vie active, et que le travail de l'intellectuel, moi c'est ainsi que j'ai considéré le mien toujours, avait cette concept, était contemplatif, c'est-à-dire que un peu cette différence entre le savant et le politique. Moi, je reste un savant et je ne m'intéresse pas ou je n'agis pas en termes politiques. Voilà, c'est ça, hein, la contemplation du monde. C'est notre métier. Et malheureusement, les 3/4 des intellectuels ont oublié cette contemplation pour, dans le fond, s'engager politiquement. Je le vois d'un point de vue sociologique. Tous mes collègues, mes chers collègues à la Sorbonne étaient, on disait sociologues de gauche. Je veux dire, c'était obligatoire. Moi, ce n'était pas mon cas. J'avais cette vieille tradition de distance. Et la contemplation, oui, c'est une distance. Savoir prendre le temps de débat, de méditer, de contempler ce qui est, faire état, constater, d'une manière un peu cette espèce de neutralité axiologique qui est la mienne. Et c'est quelque chose qui actuellement fait cruellement défaut, ou dans quelques domaines que ce soit, concernant le vaccin, concernant la guerre en Ukraine, il y a toujours le bien et le mal, le bon et le juste, etc. Alors que de mon point de vue, il y a toujours cette espèce d'attitude complexe. Voilà ce que j'appelle la contemplation, prendre sa distance. L'attitude normale du vrai savant, du vrai intellectuel, qui d'une certaine manière, comprenez-moi bien si vous voulez, hein, quand je dis ne s'engage pas, n'a pas envie de dire ce qu'est le bien ou le mal. C'est le métier du responsable, c'est le métier du politique, c'est le métier du curé, enfin peu importe en la matière, ou du moraliste, qui par après, c'est légitime, hein, je considère moi que l'action politique est légitime, bien évidemment, mais que pour qu'il y ait cela, il faut d'abord qu'il y ait une forme de contemplation. Hein, la vieille idée weberienne, le savant et le politique. Avant de répondre sur ce point, oui, Proudhon, pour moi, est un auteur important. Hein. D'ailleurs, j'ai l'œuvre complète de Proudhon et depuis ces temps dont vous parliez, depuis les années 70, je continue à lire et à méditer cette œuvre qui était une réflexion, dans le fond, sur l'anarchie, dans le vrai sens du terme. Un peu celui qui a été un peu le pendant de Proudhon, c'est Élisée Reclus. Hein, et qui avait une très belle définition de l'anarchie qui est la mienne. Moi, je reste dans cette sensibilité anarchisante, je l'ai dit dans tel ou tel de mes livres d'ailleurs, sensibilité libertaire, c'est l'ordre sans l'État. Voilà. Donc, sur ce point, c'est une pensée qui me paraît particulièrement d'actualité. Oui, alors ce qui est en jeu actuellement, c'est un mensonge généralisé, soyons clairs. C'est-à-dire que ceux qui ont... Vous voyez, on est dans un moment où les élites, et j'ai écrit un livre qui s'appelle, avec Hélène Schroll, qui s'appelle « La faillite des élites », où je montrais en quelque sorte comment les élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, sont totalement déconnectés. Et quand on est déconnecté, si je puis le dire en termes un peu triviaux, on en rajoute. Et le mensonge, c'est qu'on en rajoute. Hein. On ne croit même plus ce que l'on dit. Hein. C'est de l'ordre de l'incantation. Je me fais bien comprendre là-dessus. Quand les ethnologues nous parlent de l'incantation, c'est quand on chante quelque chose dont on n'est plus convaincu. Hein. Moi, l'image grivoise que je donne, c'est on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Hein.
c'est de l'incantation. Et actuellement, les incantations, et c'est ça le vrai mensonge, c'est ce discours officiel des élites, hein, pour moi ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, qui vont parler de démocratie, les valeurs républicaines, laïcité, contrat social, des mots qui ne veulent plus rien dire, mais que l'on dit comme ça à tire-larigot. Ce sont des incantations. Et dans le fond, si on le dit au travers d'un terme très simple, je dis incantation, mais c'est le mensonge, tout simplement. Donc il y a ce mensonge généralisé. En même temps, alors là, je vous donne mon sentiment profond, hein, celui qui me paraît important, de la sagesse populaire. Je considère qu'il n'y a pas adhésion à ces incantations, hein, et que dans le fond, la puissance populaire, puisque moi je fais une distinction entre le pouvoir institutionnel et la puissance qui vient du bas, la puissance populaire ne se reconnaît plus et, disons, se moque fondamentalement de ces incantations et de ce mensonge. Vous voyez, donc à la fois il est là, et en même temps, je dirais de manière un peu provocante, il n'est pas important. Il faudrait revenir là, ce que j'appelle moi le syndrome de Ponce Pilate. Hein. La vérité, qu'est-ce que la vérité? Moi, je pense que d'une certaine manière, Ponce Pilate représentait cette espèce de sagesse populaire. Donc, qu'est-ce que la vérité? Un des auteurs, moi, qui m'a beaucoup inspiré, qui n'est pas connu, qui s'appelle Pierre Abélard, au XIIe siècle, qui est le premier qui a résisté à une conception dogmatique du monde. Lui, justement, son livre essentiel, c'est « Sic et non », oui et non. Vous voyez, c'est-à-dire, il montrait comment les choses étaient tout à fait ambivalentes. Abélard disait « La vérité, ce n'est pas une chose importante. Ce qui est nécessaire, c'est ce qui est vraisemblable. » Voilà. Et donc, de ce point de vue, il faut être attentif à ce vraisemblable. C'est ça la contemplation. C'est-à-dire, encore une fois, décrire les choses telles qu'elles sont. Et puis après, ben voilà, ça devient des vérités tout à fait partielles. Je sais que je choque quand je dis ça. Je disais justement dernièrement dans un débat, etc. Et je voyais en face de moi les journalistes qui étaient là, qui étaient choqués par ce que je disais. Je disais, la vérité n'est pas importante. La vérité n'existe pas. Ce qui est important, c'est le vraisemblable, si je repense ce que je viens ici d'indiquer. Et actuellement, les mensonges sont présentés comme des vérités. Donc, en termes philosophiques, là, c'est pas de la sociologie que je fais, en termes philosophiques, il faut accepter le fait que, dans le fond, il n'y a jamais de vérité, il y a toujours des éléments qui sont vraisemblables. Le problème, c'est que ceux qui font du mensonge actuellement le présentent comme étant la vérité. Voilà, donc il faut se purger de cette notion de vérité. Un de mes dadas théoriques, hein, si je puis dire, c'est que nous sommes à la fin des Lumières dans le sens de la philosophie des Lumières, hein, c'est-à-dire le XVIIIe siècle. Soyons clairs, c'est à partir de ce XVIIIe siècle, ce qu'on appelle la philosophie des Lumières, si vous voulez, que se sont élaborés au XIXe siècle le grand système marxiste, Hegel avant, les systèmes socialisants, etc. Et que d'une certaine manière, c'est ce qui est l'élément essentiel dans tous les domaines. J'en sais rien, moi. Même l'Église va se présenter comme étant la forme ultime des Lumières. Moi, je connais bien beaucoup de mes amis francs-maçons du Grand Orient qui considèrent que les Lumières, c'est la chose la plus importante. Et alors que ce sont des menteurs aussi, à bien des égards. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui fut cette belle idée des Lumières, l'universalisme, la vérité ne nous échappera pas, enfin des éléments de cet ordre, eh bien tout cela est en train de cesser véritablement. L'image que je donne, moi, c'est les Lumières deviennent clignotantes. Et les derniers tenants des Lumières, ben, c'est les woke, le wokisme. Hein, woke, ça veut dire éveillé. Hein, donc je suis éveillé, j'ai la vérité, etc. Au nom du genre, du sexe, de la couleur de la peau, etc. Et donc dans le fond, c'est en ce sens que je dis que les Lumières deviennent clignotantes. Et les Lumières dans le sens du XVIIIe siècle, hein, qui continuent, encore une fois, à être ce qui, d'une certaine manière, irrigue les pensées, pour moi, convenues, le charabia, les Niagara-Dautiel de bons sentiments, etc. À côté de cela, d'une manière beaucoup plus prosaïque, Péronne, Raoult, pour moi des gens qui ont quelque chose à dire, oui, vous avez raison, sont des lumières, ça, mais pas dans le sens des lumières du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'ils nous éclairent, et de fait, ils nous éclairent, mais je ne voudrais pas qu'on les rattache à la philosophie des lumières. Voilà. Là encore, si vous voulez, moi je fais cette distinction qui vient de mon origine populaire, si vous voulez, entre le pouvoir institué et la puissance populaire. Et je maintiens
que ce qui est une manière de développer ce mensonge dominant, c'est une conception très économiciste du monde, hein, c'est-à-dire vieille tradition marxisante. Hein, l'infrastructure est importante, la superstructure est secondaire. Hein, la superstructure, c'est la culture, c'est la religion, le sacré, etc. Tout cela est tout à fait secondaire par rapport à l'économie. Et c'est en ce sens que je dis que les discours lancinants actuellement sur les pouvoirs d'achat, gauche et droite confondus d'ailleurs, hein, tout le monde reprend ad libitum un terme comme ça. Pour moi, c'est plus cela qui est important pour le peuple. Le peuple, il a envie d'âme maintenant. Il a envie, je dirais, de revenir à des éléments que l'on a cru oublier, la spiritualité, la culture, même s'ils n'emploient pas le mot que je viens de dire. Ils ne disent pas spiritualité ou culture, mais dans le fond, c'est en quelque chose, c'est à partir de quoi se structure une société. C'est quoi à partir de cette société? C'est le mythe, c'est les symboles. C'est, voyez, c'est à partir de l'irréel qu'on comprend le réel. Hein, c'est à partir, encore une fois, d'éléments invisibles qu'on peut comprendre le visible. Et moi, je considère que les discours lancinants sur le pouvoir d'achat, c'est la fine pointe d'une conception marxisante. Voilà. Et que c'est ce qui est dominant dans le discours journalistique des experts et des politiques, bien évidemment. Mais c'est une manière, encore une fois, de ne rien comprendre à ce qui meut fondamentalement cette sagesse populaire. C'est rentrer, vous voyez, dans quelque chose qui est pour moi dépassé. J'ai eu pour vieil ami un penseur pas négligeable, qu'on ne cite plus actuellement, qui est Jean Baudrillard, par exemple, et qui avait écrit un livre qui s'appelait, beaucoup de livres, mais ces livres, Société de consommation, le système des objets. Et il montrait, c'était un des premiers à faire la critique de la société de consommation. Hein, du système des objets, disant on est possédé par ceux que l'on croit posséder, hein, c'est ça l'objet. Alors, la critique qu'il faisait, moi je l'ai fait mienne, et c'est de montrer que finalement, on n'est plus dans cette société de consommation, on n'est plus dans une espèce d'obsession de l'objet. Et le pouvoir d'achat, dans le fond, et revenir sur le pouvoir d'achat, continue à nous faire rester dans cette société de consommation. C'est plus là que, pour moi, qu'est la vraie sagesse populaire. Vous voyez, si je le dis très simplement, je vois dans mon village des gens parlant, mes voisins, etc., qui sont tous des ouvriers, des prolos, des gens du peuple. J'entends cette conversation, j'ai plus rien à manger ce soir, viens manger à la maison. Vous voyez, c'est anecdotique ce que je dis, mais c'est quand même quelque chose qui renvoie à fraternité, solidarité, partage, échange. Voilà des mots archaïques qui sont, quand je dis archaïque, dans le sens, pour moi, fondamental, arché, ça veut dire en grec ce qui est premier, ce qui est fondamental. Voilà des expressions ou des mots archaïques qui me paraissent dépasser l'idée de la consommation, l'idée du pouvoir d'achat. Encore une fois, j'ai rien, viens chez moi. Oui, intérêt général, moi je serais là-dessus plus, je suis influencé par saint Thomas d'Aquin, donc je préfère le bien commun. Voilà. Oui, moi je pense que le bien commun, c'est ce qui est en jeu, et c'est ce que les élites diverses ne comprennent pas actuellement. C'est ce qui fait que, alors pour rester dans ce qui est votre obsession, il reste sur la vérité, une vérité fausse, hein, on est d'accord là-dessus, mais ne comprennent pas ce bien commun. Comment dire cela? Le bien commun, dans le fond, alors pourquoi pas intérêt général, mais moi je préfère cette vieille expression de bien commun, ben c'est, comment dire, si je le dis un peu à la manière sur une expression qu'a proposée Edgar Morin, une conception beaucoup plus complexe du monde, hein, quelque chose qui met l'accent sur l'entièreté de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire, entièreté de l'être? Ça veut dire qu'il y a le matériel et le spirituel. Et la conception marxisante, celle qui va dominer dans cette idée, ce fantasme du pouvoir d'achat, ben ça reste tout de même, encore une fois, quelque chose qui considère que ce qui est important, c'est cette séparation entre la culture et la nature. Moi, je pense qu'il y a le corps et l'esprit. Pour moi, il y a une conjonction entre les deux. C'est ça, le bien commun. Vous savez, là encore, je vais vous ennuyer un peu, si vous permettez. Hein. Toute espèce animale a un problème essentiel, c'est celui de la transmission. Hein, comment je vais intégrer de l'énergie juvénile, dans le fond, sans trop la châtrer. C'est ça le problème, je dirais, de toute espèce et de la nôtre également. Quand on regarde sur la longue durée, on se rend compte qu'il y a deux manières de transmettre, de faire la transmission. La première, qui pour moi est en train de s'achever, c'est l'éducation.
L'éducation repose sur un principe simple. Jean-Jacques Rousseau l'a bien montré dans l'Émile, ce roman d'éducation. Toi, tu ne sais rien, moi je sais, educare, et je te tire. Voilà. Ça peut devenir en grec pédagogie, mais c'est la même chose. Et là, on voit bien comment actuellement cette éducation, ce qui était bien en effet à la fin du 19e siècle, moi je suis un produit de cette éducation d'une certaine manière, qui était bien pour tout le monde, le mieux populaire pouvait s'élever, et bien évidemment, s'il travaillait, c'est quelque chose qui ne marche plus, tout simplement parce qu'il y a un côté très abstrait. J'écoutais ce matin un ministre que je ne nommerai pas de l'éducation, tenant un discours hyper abstrait, encore une fois, qui était incompréhensible sur ce qu'est l'éducation. Alors mathématiques, privilégiées par rapport aux lettres, ou le contraire suivant le moment. Il y a un côté qui est totalement erratique à bien des égards. Peu importe, ces discours sur l'éducation montrent que ça ne marche plus. Et qu'à ce moment-là, il y a le second élément de la transmission qui, pour moi, est en jeu actuellement. C'est l'initiation. L'éducation repose, encore une fois, si je le dis un peu à la manière lacanienne, sur la loi du père, ce côté vertical. L'initiation, c'est la loi de ce que j'ai appelé la loi des frères. C'est-à-dire, Internet aidant, je suis obligé de rentrer en connexion avec ceux qui connaissent des choses. Vous voyez, je vous donne un exemple anecdotique si je ne suis pas trop long. Moi, j'ai fait mon cours dans mon amphi d'Urkheim à la Sorbonne pendant 40 ans. Voilà, j'ai fait mon cours. Sinon que la dernière décennie, j'avais mes doctorants qui avaient le micro-ordinateur ouvert et qui pouvaient me dire en temps réel, monsieur, vous faites une erreur. Ce texte de Hegel n'est pas de 1823, il est de 1826. Vous voyez, enfin, peu importe. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il y a cette cyberculture fonctionnant, quelque chose qui fait que je ne peux plus imposer. Je ne peux plus avoir le pouvoir éducatif. Il suffit que j'ai une autorité. Pour moi, il y a une différence entre le pouvoir qui impose et l'autorité qui fait ressortir. Voilà ma réponse. C'est-à-dire que l'éducation, c'est fini. La pédagogie a fait son temps, et par contre, le réenchantement du monde induit par les réseaux sociaux, par la cyberculture sous ses diverses modulations, fait que d'une certaine manière, il va falloir tenir compte de la réversibilité.